Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Néry Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. On fait des centaines de vidéos, entre autres avec Wattier Cosmétiques, Sport Expert, Romino's Gin et plusieurs autres. Si tu veux aller voir nos réalisations, notre site web est dans la description et on est aussi sur toutes les plateformes. On fait du contenu pour vous apprendre à faire des vidéos comme nous. Aujourd'hui, je reçois Justin. Justin est fondateur de la compagnie Neuro, chercheur médical et en plus, Justin a un poste au doctorat et lauréat de la bourse Vanier à l'Université McGill. Salut Justin, ça va? Oui, ça va Néry. Comment ça va toi? Ça va super bien. Comment tu feels? C'est quoi ton mood aujourd'hui? C'est vendredi, ça va bien. Ouais. On a une grosse semaine, mais ça va bien. Explique-moi un peu, là, j'ai mentionné Neuro. Peux-tu juste me parler de... On va revenir un peu plus quand tu étais plus jeune puis ton parcours, mais j'aimerais ça que tu commences par m'expliquer c'est quoi Neuro, c'est quoi ton rôle, c'est quoi vous faites. Oui, donc chez Neuro, on a développé une technologie, un software, un logiciel qui permet de prévenir les problèmes de santé mentale comme l'épuisement professionnel, donc le burn-out, dans les entreprises. Comment on fait ça? C'est via des micro-formations, donc un 15 minutes de formation avec des experts certifiés qui vient s'ajouter à des meetings d'équipe. OK. Et ces 15 minutes-là sont vraiment... il y a plein d'informations qu'on peut en ressortir. Donc, on utilise l'intelligence artificielle, entre autres, pour vraiment personnaliser ces rencontres-là pour avoir un effet le plus optimal possible. OK. Fait que les entreprises achètent votre service, dans le fond? Ouais, c'est un abonnement par employé par mois. OK. Puis eux, les employés ont accès à ça combien de fois par semaine, combien de fois par mois? Ça dépend des différents forfaits. Donc, habituellement, c'est soit une fois par semaine ou 2 fois par mois. OK. Je comprends. Ouais. Puis, avec qui vous travaillez? C'est quoi les genres d'entreprises qui ont acheté vos services? Donc, on est une start-up. Donc, ça commence. Ouais. Donc, on est vraiment avec Ardennes, avec BAM, donc une agence de marketing créatif ici à New York. Plein de compagnies, environ entre 100 et 200 personnes, excepté Ardennes qui est près de 5 à 6 000 personnes. Donc, on commence avec les petites entreprises. Ouais. C'est des pilotes qu'on fait. Donc, on teste le produit. On reçoit beaucoup de feedback sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Grâce à ça, on a fait plusieurs pivots sur le produit ces dernières années pour vraiment s'assurer que le produit réponde aux besoins des entreprises et des employés. Et donc là, on a trouvé vraiment une belle niche où on combine vraiment tout le concept d'apprentissage pour employés et le bien-être ensemble. Pour vraiment agir en prévention au lieu d'attendre que tout le monde ait un épuisement professionnel et après, ça coûte tellement cher à une entreprise. Il faut un psychologue, il faut des fois un psychiatre et des fois, en tout cas, c'est vraiment difficile pour un employé à revenir à l'emploi. Donc, c'est vraiment toute l'idée d'agir en amont, en prévention. Et la santé mentale, on le sait, c'est très tabou. C'est quelque chose que j'essaie de combattre toute ma vie avec les différentes initiatives que j'ai faites. Et c'est la même chose avec Neuro, ou même dans les entreprises, quand on parle de santé mentale, on perd au moins 60 personnes. 60% des gens, des employés, ils se disent « j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de problème de santé mentale ». Ils se tournent littéralement le visage quand on mentionne le mot santé mentale. Donc là, on a dû trouver une façon de dire, OK, si on veut agir en prévention, il faut que tous les employés soient dans le programme. Donc, comment créer un produit on n'utilise pas le mot santé mentale c'est ça. Pour vraiment pas détourner l'attention. Parce que je pense que le mot santé mentale peut avoir une connotation comme grave. On dirait que c'est comme intense. C'est ça. Mais tu sais, ça l'est pas. Ça l'est pas. Tout le monde a une santé mentale à entretenir à chaque jour. Puis, toi, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais, tes tâches un peu au quotidien? Ça peut ressembler à quoi? Ouais, donc c'est plusieurs choses. Ça commence des fois, spécialement les vendredis, si je suis pas avec toi, Néry, ça commence avec la comptabilité, avec notre comptable. Après, on va avec une revue de budget, donc plus en finance. Ensuite, on va en marketing. Donc, il y a des fois des jours où c'est marketing, comptabilité, vente, vraiment proposition de vente. Ensuite, investisseurs, relation avec investisseurs. On termine notre ronde de financement en ce moment. Donc, c'est approcher les nouveaux investisseurs, les convaincre. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs différentes choses à faire.
Et ensuite, développement de produits, donc toute la technologie derrière le produit. Donc, on a une équipe d'ingénieurs en informatique, on a un CTO, mais c'est vraiment tout ce concept-là de technologie, tous les algorithmes qu'on met en place. Donc. Mais ça, c'est intéressant parce que je reçois beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, j'ai reçu François Lambert, Nicolas Duvernois, Luc Poirier. J'en ai reçu des inspirations. J'ai reçu Carl Goyette de Gourou, qui est vraiment intéressant. Tu sais. Puis la majorité du monde ne vend pas ce que tu vends. Tu sais. C'est un service quand même niché. C'est une technologie, en fait. C'est un software. Comment ça se passe? Parce que s'il y a du monde un peu plus entrepreneur qui regarde ça, souvent, en tout cas moi de mon côté, j'entends souvent les compagnies qui roulent beaucoup d'argent sur les softwares. C'est tout le temps ça que j'entends. Mais ça coûte cher, mais ils sont capables de les revendre cher souvent. C'est souvent ça qui arrive dans le monde. Ça ressemble à quoi quand tu commences une startup? Tu es là, genre, OK, je fais une startup de software. C'est quoi combien tu as besoin? Parce que moi, ma compagnie de vidéo, quand on a commencé, on n'a pas eu besoin, on a eu besoin de 10 000, on était correct. Comment ça se passe, une compagnie comme la tienne? Pour commencer? Oui, pour commencer. Ben, notre stratégie, c'était de produire un MVP, donc un produit qui ne coûte pas très cher à vendre pour essayer de tester si ça se vend, avant de vraiment investir beaucoup dans tout le côté logiciel. Donc, ce qu'on a fait dès le départ, c'est vraiment créer des produits comme des services qu'on vendait aux entreprises qui nous donnaient du feedback. OK, ça marche ou ça marche pas. Et on a essayé plein de choses. On a essayé des podcasts, on a essayé plein de différents types de services et de produits. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est ces micro-formations-là. Même sans notre logiciel, on va chez les entreprises sur Teams, sur Zoom, et on produit nos 15 minutes de micro-formation sur leur plateforme et on essaie ça avant de convaincre les gens d'aller sur notre logiciel. Je comprends. Et ça nous permet d'avoir des revenus en amont. Et avec ces revenus-là, on le réinvestit dans le développement d'un logiciel qui va être encore meilleur, mais dans la même veine de produits. Je comprends. On prend étape par étape. Puis est-ce que vous avez dû faire une ronde de financement dès le début ou vu que ça coûtait moins cher, ça peut venir plus tard, comme tu dis, en ce moment? Oui, on était lean, je te dirais, pour plusieurs mois. On était incorporé depuis fin 2020. OK. On a peut-être fait au moins 6 à 7 mois lean, juste moi-même qui finançait l'entreprise, des subventions du gouvernement, etc., jusqu'à octobre 2021. Et là, on s'est dit, OK, on a essayé plein de choses. Là, c'est le temps de développer ce logiciel-là. Il y a un besoin dans le marché. Donc là, c'est là qu'on a commencé notre ronde de financement en pre-seed. On a eu des investisseurs via des safes, par exemple. C'est la méthode la plus facile, je te dirais. Et donc, c'est là où on a dit, OK, là, on peut engager des gens en technologie qui coûtent très cher. On peut vraiment former notre équipe. Et je pense que notre plus grande force aujourd'hui, c'est vraiment notre équipe. On a vraiment investi dans trouver les bonnes personnes pour vraiment former une équipe forte qui va être capable de tout faire, je te dirais. Là, c'est une équipe formidable. Puis vous êtes combien à peu près en ce moment? On est une quinzaine. On est 7 temps plein, le reste c'est temps partiel. Mais c'est vraiment une équipe très, très, très collée, spécialement l'équipe fondateur. Donc, notre COO, Sabah Saremi, en opération, notre Sonia Israël, notre chef des technologies de produits, chef de branding et marketing, Timothée Châtel-Paris, notre chef de scientifique qui est Vivienne Smith aussi, chercheur à McGill. Et notre CFO. Donc ça, c'est vraiment l'équipe fondateur. Et ensuite, on a toutes les personnes essentielles autour de ça. C'est cool. Très, très cool. On va en revenir, puis on va reparler aussi de tous les trucs que tu as touchés. Mais j'aimerais ça revenir encore plus en arrière. Tu m'as dit, là, tu as 25 ans, tu es jeune, mais à 8 ans à peu près. Justin, à 8 ans, il était comment? Il vient de quelle famille? Quelle année, 8 ans? C'est 3e année à peu près du primaire. Tu vis dans quel genre de quartier? Tu es dans quel genre de famille? J'étais à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, près d'Outremont, dans ce coin-là.
Je vivais dans un appartement avec mes parents. Je suis enfant unique. Donc, il y avait beaucoup d'attention. J'avais beaucoup d'attention de mes parents, mais on était toujours des meilleurs amis encore aujourd'hui. C'est vraiment... on s'appelle la Trinité, là, les trois, là, qu'on est très... Je travaillais beaucoup pour leur entreprise. C'était deux des entrepreneurs aussi. Et eux, ils m'aident aussi. Donc, ça va des deux côtés. À 8 ans, je te dirais, j'étais à l'école primaire d'Henry Gardens, qui était à Ville-Mont-Royal. Et c'était une école bilingue. Et j'étais très intéressé en art et en musique. Et moi, ma voie, c'était d'être chanteur ou divertisseur dans la vie. Ça, c'était mon focus, je pense, à ce moment-là. Ça s'est dérogé un peu avec le temps ou ça restait comme par hobby? Oui, ça a resté par hobby. J'ai eu des expériences, je te dirais, plus ou moins intéressantes dans ce domaine-là. Je me suis dit, c'était pas pour moi. Je pense, vers 8 à 10 ans, j'étais choisi pour une compétition d'enfants prodiges, je pense qu'on appelait ça dans le temps. Et j'étais un des 10 enfants qui allaient à la télévision et j'ai trouvé ça très, très difficile. Toute la préparation, le stress et la pression qu'ils nous mettaient. C'était une émission de quoi? De chant ou... de musique et de chant. Ici au Québec. Et je devais aller à des camps de vacances pour vraiment préparer ces émissions-là. Et je pense, effectivement, c'était à 8 ans. Mais je pense que j'étais trop jeune. Je n'étais pas prête pour cette pression-là. Mais ça m'a appris beaucoup de comment gérer le stress et la pression, l'anxiété, des forces que j'utilise, des outils que j'utilise aujourd'hui. Mais à 8 ans, là, c'était trop. J'ai vraiment dit, OK, c'est peut-être pas pour moi. Je comprends. Puis, au secondaire, c'était quoi un peu tes passions? Si on fast-forward, là, maintenant, t'es rendu à 15, on va dire. Donc là, j'ai commencé vraiment à aimer les sciences. Donc, j'ai commencé à voyager un petit peu au secondaire. On était à Paris, on était à Londres pour la première fois. Ça m'a avec vraiment... le secondaire ou avec tes parents? Avec mes parents. Et ça m'a vraiment ouvert les horizons. Pour la première fois, j'ai dit « Wow, il y a tellement de choses intéressantes dans le monde. » J'étais intéressé en histoire, en architecture. L'art en général, c'était tellement intéressant. Et après, je me suis concentré à l'école. Je me suis dit « Il y a tellement de choses à apprendre. » J'aime tellement ça. Et la science était une de mes passions. Depuis le début. Pourquoi? Parce que on pouvait tout apprendre. On pouvait découvrir des choses qui n'étaient pas connues avant. Et c'était comme, un astronaute qui allait dans l'espace. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment découvrir la vie, découvrir comment... Toutes les questions philosophiques qu'on a des fois au secondaire, là, au cégep, c'était vraiment ma façon de innover, je pense, dans le monde et de faire une différence. Puis est-ce que tu étais déjà un leader comme président de classe style ou plus gêné ou comment tu étais? Vu qu'en musique, je faisais plusieurs concerts, donc j'étais pas gêné en face du monde. Donc les présentations orales au secondaire, ça allait très bien, c'était ma spécialité. Mais j'aimais ça, même le petit stress d'être devant la classe. Même aujourd'hui, j'aime ça. Mais je te dirais que j'étais peut-être pas le leader de la classe. C'était pas comme quelqu'un qui allait être président de la classe du tout. Je faisais mes affaires et c'est comme dans ma tête, j'avais un plan. J'étais concentré sur... Je savais pas c'était quoi nécessairement le plan, mais je savais qu'il y avait quelque chose que je devais faire. Un cheminement qui était destiné à moi. Et j'étais pas stressé que je devais faire ci, je devais faire ça. Je savais que j'allais faire quelque chose. Et donc là, c'était le temps au secondaire d'apprendre, d'avoir le plus d'outils possible pour être capable de faire ça. Puis, est-ce que des notes, est-ce que tu étudiais sans arrêt, tu avais des bonnes notes ou tu n'étudiais pas, tu avais des bonnes notes ou quand ça se passait? J'étudiais pas mal. Je dirais, je suis pas comme...
quelqu'un que c'était donné Ouais. du tout. J'ai travaillé très fort, là, même en mathématiques. Ouais. L'école commençait à 8h30 et je prenais un tuteur à 6h30 Ah ouais. avant les classes pour m'aider OK. pour les mathématiques et pour différents cours. Et c'était pas facile. Ah ouais. Ouais. On dirait que je m'attendais pas à ça parce que Non. plus tard, on va parler de tout ce que tu as fait. Puis je pensais pas que t'aurais eu besoin d'un tuteur le matin puis tout. Mais tu sais, Ouais, c'est comme un peu... j'espère que ça peut inspirer Ben oui, les c'est autres ça. parce que non, j'ai jamais eu de la difficulté nécessairement, tu sais, mais c'était pas facile Je toujours. comprends, Et je c'était comprends. pas les 90, les 95, c'était pas facile. OK, Donc, je comprends. j'ai dû travailler fort, Mhm. euh, mais j'avais pas peur de dire ok, j'ai besoin de l'aide. Je vais aller prendre ce tuteur-là. Il y a un professeur, un enseignant que je comprenais pas comment elle expliquait Ouais, ou ouais, il ouais. expliquait. Et j'étais comme, mais il me semble que je comprends pas. Donc là, je prenais un autre professeur Ouais. tu sais, qui avait une autre stratégie. Mhm. Et là, ça cliquait. Et je trouve que il y a beaucoup... c'est important que ça clique avec Ouais, les vraiment, professeurs. Là. Vraiment, les professeurs peuvent changer un gros Ah, aspect ouais. de comment, si t'aimes la matière, si t'aimes moins. Ouais, exactement. Cégep, t'es allé en quoi au cégep? Ouais, en sciences de la nature, sciences de la santé. Ouais. J'aimais beaucoup tout ce qui est santé. Donc, la biologie, c'était... Et ça me donnait le plus d'opportunités à faire d'autres choses après. Donc, sans définir exactement ce que je voulais faire, je me dis, sciences de la santé, ça me donne plein d'options. Si je veux aller faire autre chose après, même si c'est en communication, je peux quand même y aller. Donc, j'ai été là-dedans. Aussi pas facile. Okay. À Brébeuf, wow. Ouais. Et... mais aussi, j'ai eu l'aide, pas de tuteurs, mais des professeurs que j'aimais beaucoup et qui m'aimaient beaucoup. Et après les cours et avant les cours, ils m'aidaient beaucoup. Travaillais fort. Ah ouais, c'était... Puis là, ça veut dire que tu as déjà un peu cet intérêt-là de la santé puis tout, parce que j'ai vu, puis là, corrige-moi si j'ai tort, mais j'ai vu que tu avais déjà écrit un article à l'âge de 17 ans qui portait sur le cancer. Oui. Si je comprends bien, donc, une recherche sur traitement hormonal. Oui, exactement. Donc, ça, c'était au cégep. Donc, je faisais des expo-sciences, même au secondaire. Donc, à partir du 4e année du secondaire, je commençais à faire des expo-sciences. 1, parce que j'aimais présenter. 2, c'était la science. Et donc, j'ai eu l'opportunité, je pense même à 3e année, d'aller à des compétitions de 5e année du secondaire parce qu'ils aimaient le projet. Et c'était différent. Je faisais des projets sur la vision, je me rappelle plus, sur les traitements naturels. Donc, j'utilisais les aliments pour traiter des maladies. Et donc, plein d'affaires différentes. Mais comment tu faisais ça à 15 ans à peu près, de tout de suite tester? C'était pas comme un testé dans des laboratoires nécessairement au secondaire, mais c'était vraiment l'idée qui compte. OK, ouais, je comprends. Et que c'était différent. Ouais. Et on essayait des petits tests dans le petit laboratoire de l'école, là, mais c'était vraiment l'idée, comment le présenter, comment qu'on peut communiquer cette idée-là, parce que tu peux avoir une idée fantastique, mais si tu n'es pas capable de l'exprimer et que ça soit intéressant, c'est pas intéressant. Non, ça, personne va s'intéresser à ça. Ouais. Donc, c'était tout le côté visuel aussi de la présentation, comment qu'on coupait. Donc, ma mère est architecte intérieur, designer, donc elle m'aidait beaucoup à comment le layout de la présentation. J'adorais ça. Et donc, quoi dire, quoi montrer, et l'idée derrière. Et donc, ça, c'était quelque chose que je commençais au secondaire et ça continuait au cégep. Et j'aimais tellement la biologie, pour revenir au point ici, j'aimais beaucoup, beaucoup la biologie. J'adorais mes professeurs aussi en biologie. Et j'avais des bonnes notes. Et ils m'ont dit, il y a une opportunité que tu fasses partie d'une compétition nationale, Sanofi Biogenius. Je ne connaissais pas ça du tout, mais c'est une opportunité de t'appliques. Tu vas voir si tu te fais choisir. Et après, si tu te fais choisir, tu as une opportunité de travailler dans un vrai laboratoire, dans une université quelconque. Je te dis, OK, c'est super, mais j'ai jamais écrit un
un article professionnel, scientifique. Donc, là, ils m'ont aidé vraiment. Le docteur Louis-Philippe Précourt, mon enseignant, Issan Al-Imrani aussi, un autre enseignant, professeur en biologie, que je te dirais qui était mes mentors pour ce projet-là. Et à cette époque-là, j'avais quelqu'un dans ma famille qui souffrait de cancer. Et c'était héréditaire. Et donc, elle devait se faire, pour prévenir, elle devait se faire enlever les glandes mammaires, les seins, pour pas avoir ce cancer-là. Sa mère, ma tante, l'a eu cette année-là. Donc, je me dis, il y a sûrement une façon de, au moins, allonger un petit peu le temps ou comme le prévenir le plus possible, ce cancer-là. Parce que, tu sais, ma cousine, à cette époque-là, était très jeune. Et la seule solution qu'elle avait, c'était ça. Mais là, si elle fait ça, c'est très compliqué pour avoir des enfants. Elle pouvait pas. Donc, y a-t-il une autre façon de faire? Donc, encore, l'idée qui est née de ça, et donc j'ai écrit avec ces deux professeurs-là un article qui montrait toutes les étapes, la méthodologie, et c'était vraiment ma première introduction à toute la méthode scientifique professionnelle, je te dirais. On a appliqué et finalement, ils ont accepté la proposition. OK. Fait que là, après ça, tu t'es fait accepter dans cette compétition nationale-là. Oui. OK. Puis après ça, c'est quoi qui se passe une fois que tu es dedans? Donc, il y a une compétition provinciale avant et après, si tu gagnes la provinciale, ça va à la nationale. Mais moi, j'étais super content juste à être là. C'était super... c'était une super opportunité. Mais ils ne trouvaient pas quelqu'un qui était disponible ou un professeur qui était disponible en recherche sur le cancer. Mais il aimait beaucoup l'article, il aimait beaucoup la proposition et la seule personne qui était disponible, c'était quelqu'un, une chercheuse à l'Université de Montréal en neurosciences. Et c'est là où j'ai commencé, j'ai découvert le monde de la neuroscience et j'ai découvert le fait que, mon Dieu, on connaît rien sur ce cerveau-là. Le cerveau, c'est tellement un mystère. C'est fou. Je me dis, wow, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à découvrir. On fait n'importe quoi et ça va avoir un grand impact. Là. Et c'est notre organe le plus important. Et donc, c'est la première fois, c'est à ce bureau-là, tard le soir, après, je me rappelle, fin d'automne, là, à l'Université de Montréal, où elle m'a introduit vraiment sur la neuroscience en général. Et c'est là que j'ai eu la piqûre de la neuroscience, je te dirais. Donc, j'ai changé complètement le projet. J'ai complètement changé de projet. J'ai mis de côté un petit peu ce premier projet-là. Je me suis dit, OK, je vais me concentrer en neurosciences. C'est une belle opportunité de faire quelque chose dans ce domaine-là. Sans pour autant penser que quelque chose va en sortir, mais c'était une bonne expérience. Donc, finalement, j'ai... ensemble avec l'équipe, on a conçu une machine qui peut clarifier le cerveau dans un temps qui était record à cette époque-là. Il y avait une technologie qui a sorti de l'université Stanford en Californie qui démontrait le fait que on peut visualiser le cerveau en recherche en 3 dimensions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Parce qu'avant ça, il me dit, arrête-moi si Non, vas-y. Mais avant ça, on ne pouvait pas voir à travers le cerveau parce que c'était trop opaque. Il y avait trop de gras. Donc là, quand on mettait un cerveau d'une souris ou quelque chose comme ça dans un microscope, il n'y a pas de lumière qui passait. Je comprends. Ça ne voyait rien. Donc là, avec cette méthodologie-là, on pouvait enlever ce gras-là, garder les protéines. Et c'était comme un cerveau transparent qu'on mettait dans un microscope. Et là, on pouvait visualiser le tout en 3 dimensions. Donc, c'était vraiment une révolution en neurosciences en 2014. Et donc, c'était impossible de reproduire cette méthodologie-là hors de Stanford. Donc, ils voulaient garder ça à Stanford le plus possible. Donc, tout le monde essayait à travers le monde de le reproduire, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et ça prenait longtemps aussi. Ça prenait des mois à effectuer.
Et, finalement, on a trouvé une façon de réduire ce temps-là, de le faire fonctionner en 2 jours, de cette clarification-là. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc, j'ai gagné la compétition au niveau provincial. Et j'ai vraiment eu la pique. J'ai adoré comment... Là, c'est l'expo science, là, mais à un autre niveau. Là, c'est PowerPoint. C'est plus les cartons, là, c'est PowerPoint. Il y avait beaucoup de branding et de marketing et l'expérience de la présentation que j'aimais. Et j'aimais aussi le fait qu'on peut commercialiser ces choses. Il y a un côté business, dans le fond. J'ai toujours eu cet instinct-là, je pense, c'est dans mon sang, de mes grands-parents, je pense, d'entrepreneuriat. Et donc, je voulais toujours trouver une façon de démocratiser les produits qu'on faisait en laboratoire. Comment les rendre disponibles à tout le monde. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est via l'entrepreneuriat, la commercialisation. Et donc, c'est comme ça que j'ai devenu, on va se dire, un entrepreneur scientifique. Le gouvernement du Québec aime ce terme-là ces jours-ci. Donc, c'est que... Moi, j'imagine tout le temps quand je vois ce titre-là de comme... T'as comme un suit, mais par-dessus un sarrau. Genre. Je me le vois comme ça. Exactement. Ça dépend avec qui. C'est ça. Puis, exemple, après avoir gagné t'as gagné la compétition provinciale, dans le fond. Après cette compétition-là, ça doit quand même résonner. Ça va quand même faire de l'écho dans le monde de la neuroscience au Québec. C'est la première fois que je me suis fait interviewer par la presse. Ils ont venu au laboratoire. C'était tout un... J'ai dû faire des cours sur les relations avec les médias. Ils ont préparé ça beaucoup comme à 10 ans. Quand je voulais aller sur cette émission de télévision-là, c'était comme toute la formation média. Et ça. Donc, je suis comme, oh my God, c'est comme circle back. Mais c'était vraiment cool. Donc, donc ça m'a fait réaliser qu'il y avait un potentiel OK, peut-être c'est ça mon chemin. Si on croit à la destinée ou non, là, c'est quand même un hasard vraiment intéressant que je sois tombé dans ce laboratoire-là, qu'il y avait ce besoin-là, qu'on était arrivé à faire quelque chose et que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne vraiment à travers ça. C'est vraiment intéressant. J'ai toujours trouvé que j'étais chanceux quand il y a une opportunité, il y avait l'opportunité d'appliquer, de dire oui. Exact. Même si on se dit, OK, peut-être que je suis pas capable, peut-être que il y a trop de choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Dis oui. Et c'est Richard Branson de Virgin qui disait ça. Dis oui à des opportunités et après, tu vas figurer comment le faire. Parce que je dis tout le temps ça avec ma gang de gens. On fait des choses. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe, fais des choses. Puis souvent, je pense au secondaire, il y a des gens souvent qui sont comme je me cherche, je sais pas en quoi aller, je sais pas quoi faire. Puis c'est normal parce que tu es relativement jeune. Mais si tu fais des choses, tu as un bien plus haut pourcentage de chances de trouver quelque chose qui te passionne. Si tu fais rien, c'est comme plus dur de trouver qu'est-ce qui te passionne. Il va pas ce coup de chance-là. De quelqu'un qui te présente ça, cette opportunité-là. Puis essayer des choses. Exactement. J'ai vu que tu as dit que tu avais voyagé dans le monde entier puis remporté plus que 45 prix. C'est ça que j'ai vu. Mais j'ai pas vu pourquoi, comment, c'est quoi. Peux-tu m'expliquer cette partie-là de ta vie? C'était quand? Ça a tout commencé avec cette innovation-là. Donc, avec Sanofi Biogenius. Donc, à travers ça, j'ai été un petit peu à travers le monde pour présenter cette innovation-là et d'autres innovations connexes. Donc, avec cette technologie-là, on a pu étudier la progression de l'Alzheimer dans le cerveau, donc où que ça commence, comment ça se propage dans le cerveau. Même chose pour le Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives. C'est une maladie qui a affecté mon grand-père à cette époque-là. Donc, c'est très intéressant pour moi. Je trouve que les maladies neurodégénératives, c'est incroyablement triste, spécialement parce qu'il n'y a pas beaucoup de traitements pour essayer de freiner cette progression-là. Et ça commence par le fait qu'on ne connaît pas vraiment de où que ça commence, de comment que ça fonctionne, vu qu'on ne pouvait pas regarder à travers le cerveau. Donc, au début, je faisais beaucoup de recherches avec le laboratoire sur ça. Donc, je présentais toutes ces
ces innovations-là dans différents pays à travers le monde, aux conférences scientifiques mondiales en Israël, j'ai été aux États-Unis, en Europe. Puis, excuse-moi de te couper, comment tu finances ça, tous ces voyages? C'est l'université qui finance ça? C'était pas l'université, c'était vraiment des programmes indépendants pour chaque différente conférence. Il y avait aussi... ça dépendait de chaque... Je comprends. Chaque conférence. Puis, t'as quel âge à peu près à cet âge-là? À ce moment-là, excuse. 18. À 18. Puis, quand t'arrivais là, exemple, une semaine nationale ou de quoi de vraiment impressionnant à 18 ans, le monde, il réagisse comment? Est-ce que c'est comme, ah ben oui, il y en a plein d'autres à 18 ans, ou c'est comme, hey, t'es le premier, t'es le plus jeune? Il y avait beaucoup de plus jeunes ici et là. Mais je me sentais jamais pas à ma place. J'étais toujours confortable. J'apprenais beaucoup. Donc, je suis pas quelqu'un qui va, trop parler et dire, OK, c'est ma façon. J'écoutais aux autres et je disais, OK, s'ils me demandent une question, mais je vais répondre, mais sinon, je vais... T'as écouté. Ouais, c'est ça. Donc, je faisais mes affaires et je rencontrais plein de monde et plein de bons contacts et j'apprenais de gens qui étaient plus vieux que moi aussi, mais aussi à mon âge, il y avait d'autres étudiants qui étaient là et on est devenus des bons amis par la suite. Et donc, c'est vraiment unique. J'ai découvert le monde d'étudiants qui faisaient des choses incroyables en sciences. Là. Il y a vraiment une communauté via Sanofi qui vraiment, là, c'est des gens qui font des choses extraordinaires, là, des recherches sur le cancer, biotech, recherche sur le changement climatique. Là, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment une communauté d'innovateurs très jeunes. Puis je me demande ça, à ce moment-là, à 18 ans, tu rentres à l'université ou tu n'es pas encore à l'université? Donc, à ce moment-là, peut-être deuxième année de cégep, et là, après, je rentrais à l'université. Donc, la compétition nationale, que j'ai aussi gagné 3 prix à Ottawa, c'était pendant mon deuxième année de cégep. Et l'été de ça, là, c'est là où j'ai voyagé pour les conférences et ensuite j'ai commencé en neurosciences. Je comprends. Puis quand tu rentres en neurosciences, tu rentres dans un bac, sûrement. Puis, tu sais, tu as encore des cours plus standards, sûrement. Oui, très standard. C'est très standard. Fait que quand tu arrives là, tu dis, moi, je viens de voyager quasiment tout le monde. J'ai gagné plein de prix. Est-ce que tu t'emmerdes dans ces cours-là ou tu apprends quand même? Non, du tout. Je m'emmerde pas du tout. C'est ce que j'étais un petit peu spécialiste dans un domaine de la neuroscience, on peut dire. Même là, c'est dire beaucoup spécialiste. Là. Mais... Tu en connaissais un peu plus. Sur un domaine. Mais il y a tellement d'autres choses à apprendre. Beaucoup sur la psychologie, la cognition. Il y a tous ces aspects-là qui étaient très intéressants. Donc, j'étais très intéressé à connaître plus. C'est sûr que des fois, c'était un petit peu plus lent. L'école, à l'université, j'ai trouvé que tout allait très vite dans ma vie à cette époque-là, même aujourd'hui. Et j'ai trouvé un petit peu, les cours étaient un petit peu trop lents. Donc, je faisais d'autres choses en même temps. J'étais TDAH aussi, donc ça aide pas. Mais j'ai toujours très, très bien apprécié les cours. Puis, tu étais à quelle université à ce moment-là? L'Université de Montréal. Puis, qu'est-ce que tu faisais en même temps? Est-ce que j'ai vu que tu as lancé quelques trucs, l'Aritech Lab, puis tout. Est-ce que c'était à ce même moment-là ou c'est après? Non, tout c'est ça. Les différentes initiatives que je faisais pendant les cours, c'est ça. Donc, tout se passe. Et je faisais aussi la recherche on the side. Donc, j'avais l'opportunité, vu que j'ai commencé avant, de rester dans ce laboratoire-là, mais aussi aller dans d'autres laboratoires et étudier différentes choses, dont la santé mentale, au Douglas. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux à tout le monde de la santé mentale, qui est incroyablement intéressant. Et j'ai vu, pour la première fois, tu sais, au Douglas, l'opportunité, c'est que on voit les patients et on a le côté recherche fondamentale ensemble dans le même institut. Donc, on côtoyait des patients qui souffraient de problèmes de santé mentale, majeurs, mineurs, entre les deux. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux à ce monde-là. Je me dis, wow, il y a beaucoup de gens qui ont pas
l'opportunité de s'exprimer. Ouais. Ils n'ont pas de voix dans la société. Ouais. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on doit faire pour ça. Il faut que moi, je prête ma voix, au moins, à tous ceux qui en ont pas. Ouais, fait que tu es devenu aussi porte-parole à ce moment-là. Ouais, tout pendant ce moment-là. Donc, Ouais. Neuropresse, c'était ma première initiative dans les universités. C'est le premier journal francophone pour déstigmatiser la santé mentale. OK. Et ça a vraiment été un beau projet. Ça a vraiment créé une communauté interuniversitaire OK. où les étudiants pouvaient partager leurs témoignages de santé mentale en général, de bien-être. Et le résultat de tout ça, c'est que les étudiants voyaient qu'ils n'étaient pas tout seuls à avoir des problèmes de santé mentale ou qui étaient stressés à un point chronique ou qui étaient anxieux ou il y avait d'autres dans leur même situation à l'université qui souffraient de choses pareilles. Et donc, ça a vraiment créé une communauté, même si c'était anonyme. Ouais. Ça a vraiment créé une communauté d'entraide où les gens se disaient, OK, mais c'est ça que j'ai fait, moi, pour m'aider. Ça va peut-être t'aider. Et donc, ça a vraiment créé un bel échange. Ouais. Et donc, c'est l'inspiration de Neuro aujourd'hui. C'est cet apprentissage social. C'est le bien-être collectif qu'on peut mettre en place en partageant nos histoires et nos expériences. Je comprends. Puis, après avoir fini ton bac, est-ce que tu as fait une maîtrise ou comment ça s'est passé? J'ai l'opportunité de skipper un petit peu la maîtrise pour aller direct au doctorat. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose. La maîtrise, c'est très, très important. Et je pense que je serais peut-être plus préparé au doctorat, bien sûr, si je passerais par une maîtrise. Mais non, j'ai eu l'opportunité de passer à un doctorat. J'ai appliqué un petit peu partout dans le monde. J'ai dit peut-être à Londres ou en Californie, justement. Mais j'ai choisi McGill parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de travailler sur toutes les autres initiatives que je faisais en même temps. Ah, c'est le fun. Il encourageait beaucoup l'entrepreneuriat scientifique. Et donc, je me dis, OK, c'est mieux comme ça parce que j'ai quand même toutes ces organisations-là que je fais partie, que je ne veux pas laisser tomber. Si je pars, je dois tout refaire dans une autre communauté, dans une autre ville. C'est très difficile. Et McGill a une très bonne réputation en neurosciences historiquement avec Brenda Milner, avec Wilder Penfield. Tous ces chercheurs-là. Brenda Milner, elle a au-dessus de 100 ans. Elle est encore à l'Institut neurologique à McGill. Elle fait de la recherche plus psychologie. C'est incroyable. Mais Wilder Penfield, comme la rue Penfield, c'était quelqu'un qui était un révolutionnaire en anatomie plus du cerveau. Il a fait un test, juste par exemple, il a vu quelle partie du cerveau était connectée avec quel doigt, quelle main, quel bras, quelle partie du corps. Et donc, il mettait un petit électrochoc sur la surface du cerveau. Et après, il voyait où que ça sortait. Donc, si c'est le doigt qui bouge, et après, il a fait vraiment une anatomie complète. En tout cas, donc ça, c'était tout à McGill. Donc, c'était vraiment des inspirations. Et je me suis dit, OK, peut-être c'est sûr qu'on peut continuer dans cette lignée-là d'innovation. Donc, ça me tentait de rester. Puis comment ça se passe, un doctorat? Est-ce que c'est tout ton projet à toi, puis là, il faut que tu l'amènes jusqu'au bout, ou c'est eux qui te proposent aussi une alternative? Ou... Je dirais que c'est un mélange des deux. Ça dépend de tout le monde. Il y a des étudiants qui viennent avec un projet, ils ont une idée définie, et après, ils trouvent un laboratoire en fonction de ça. Il y a d'autres qui ils trouvent un laboratoire et après, le projet va venir après. Donc, c'est vraiment... Puis toi, comment ça s'est passé? J'ai eu aussi l'opportunité de faire un programme de rotation. Donc, ils choisissent quatre étudiants qui peuvent faire des rotations dans différents laboratoires. Donc, j'avais l'opportunité, je pense que j'ai fait une rotation dans 4 différents laboratoires ma première année pour voir qu'est-ce que j'aimais. J'ai déjà fait plusieurs recherches avant moi-même, mais là, je voulais voir, OK, j'aime-tu la psychologie pure? J'aime-tu plus l'intelligence artificielle? J'aime-tu plus la bio-ingénierie médicale? Là, tu sais? Ou la psychiatrie aussi. Donc, il y a tellement de domaines dans la neuroscience et à McGill, on a tout
dans un même institut. OK. Dans un même institut. Donc, j'ai essayé plusieurs choses. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup le côté clinique psychiatrique. Donc, moins les souris, plus les humains. Donc, vraiment, l'interaction humaine était... J'aimais ça beaucoup. Et l'intelligence artificielle, tout le côté neuroscientifique d'ordinateur, on va dire ça comme ça, là, ça me tentait pas non plus, juste parce que interagir avec un ordinateur, c'était pas aussi intéressant pour moi qu'une humain. Ouais, je comprends. Donc, j'ai choisi un laboratoire en fonction de ça et le projet est venu après pour répondre à ta question. Puis là, c'est quoi ton projet? Est-ce que tu as le droit de le mentionner? Oui. OK. Donc, initialement, on travaillait avec les psychédéliques. Donc, on trouvait même aujourd'hui, c'est des traitements innovants pour la dépression et l'anxiété généralisée via la kétamine. OK. Donc, et on regarde un petit peu la psilocybine aussi, mais surtout la kétamine parce que c'est la seule substance qui est légale. OK. Et donc, on a des vrais patients qui passent à travers notre clinique et on fait une différence dans leur vie. Là, c'est remarquable. Du jour au lendemain, des fois, les taux de suicidalité ou les taux de dépression en général, ils chutent complètement. Wow. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais c'est vraiment remarquable pour la plupart des cas. Et donc, on étudie, voir si l'expérience comme psychédélique, si c'est ça qui a un impact sur la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, plus dans les compagnies pharmaceutiques, qui se disent « Ah non, ça c'est pas bien. » Tout le côté expérientiel, ils essaient de le minimiser le plus possible. C'est plus la biologie qui compte. Mais nous, on dit non. On dit oui, la biologie, il compte, mais il y a aussi l'expérience psychédélique qui a un impact super intéressant sur la maladie aussi, parce que ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'un patient peut retourner dans le temps à travers leur trauma d'enfant et essayer de les résoudre avec une perspective adulte. Ah, ouais. Donc, il y a comme cette psychothérapie accélérée qui se passe, qui est absolument incroyable. Et des fois, les patients, ils pleurent là, à travers les traumas. Mais là, ils reviennent et disent « OK, là, je comprends pourquoi mes parents ont fait ça. Ou je comprends ou je le vois d'une autre façon. Pas d'un œil de quelqu'un de 4 ans, 3 ans qui est traumatisé, mais que maintenant, une perspective adulte. » Fait que comment ça fonctionne? C'est tellement intéressant. Comment ça fonctionne concrètement? Il y a des gens qui, eux, sont prêts à tester des... Oui, donc c'est vraiment, on se concentre sur des patients qui sont résistants au traitement. Donc, c'est vraiment des patients qui ont été à travers dizaines, vingtaines, trentaines de différents antidépresseurs. Ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est des fois le dernier recours de traitement. Et on prend ces patients-là et ils veulent essayer ce traitement innovateur. Donc, c'est une étude clinique. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, mais c'est ces personnes qu'on s'adresse. Est-ce que ce traitement-là, il vient avec, cette dose-là, mais avec un psychologue, avec tout? Donc c'est vraiment tout un environnement là, d'entraide. On a un psychologue, on a des infirmières, on a des assistants de recherche, on a des psychiatres, on a toute la communauté qui se concentre sur ce patient-là pour 1 mois. Et donc, c'est vraiment un environnement très... ça soutient la personne de fond en comble. Il y a même des nutritionnistes, il y a un plan de nutrition, etc. Et donc, avec ce que je faisais, c'est beaucoup d'entrevues qualitatives. Donc, je trouvais, c'est quoi dans cette expérience-là, dans toute cette expérience qu'on faisait, qui était le plus thérapeutique? Ce que j'ai réalisé, qui était intéressant, c'est que oui, il y a la drogue, mais il y a aussi le fait de se faire soutenir par toutes ces personnes-là qui étaient très, très thérapeutiques, si c'est pas un des aspects les plus thérapeutiques. Le fait que, hey, je me sens entendu, je me sens, je suis soutenu par des professionnels, je me sens important. Ça a vraiment ressorti dans plusieurs entrevues qualitatives que j'ai fait. Et donc là, ça m'a dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Parce que
Si c'est ça qui fonctionne, ça, on peut l'appliquer tout partout. Ouais. On peut l'appliquer dans le milieu du travail. Ouais. On peut l'appliquer dans les universités, dans les écoles. De là est né Neuro. Ouais. Wow, c'est tellement cool. Donc, si on est capable de créer cette communauté d'entraide similaire à Neuropresse, donc c'est toujours dans la même veine, on pourrait prévenir ces problèmes-là, au moins, peut-être pas guérir des cas graves, mais au moins aider les cas un petit peu moins graves. On a toutes la communauté, la société, on est tous stressés, on a tous des problèmes des fois. Ouais. Donc, c'est quoi qu'on peut faire pour prévenir le plus possible? Et donc, c'est ça ma thèse. C'est vraiment très relié à Neuro et à toute ma mission, je pense, de vie. C'est ça. Puis, ça, c'est ta thèse à toi. Ouais. Donc, ce programme-là là, qui est soutenu par plein de monde, eux, pourquoi ils sont dans ce projet-là? Est-ce que c'est toi qui es le leader de ce projet-là, donc tu rassembles tout ce monde-là, ou tout le monde a quelque chose à gagner, ils ont tout une petite affaire connexe avec ça? À McGill? Ton projet c'est ça, à McGill. Oui, donc, mais tout le monde a leur propre... Je suis pas le leader. Okay. Je dirais pas que je suis le leader de ce projet-là. Je peux pas être le leader de tout, là. Ouais. Mais j'aide le plus possible. Okay. Et cette petite partie, tout le côté que j'appelle aussi l'alliance thérapeutique, donc l'alliance entre les thérapeutes et le patient, entre toutes les personnes dans ce milieu-là et le patient, ce que j'étudie en particulier. Ça, c'est ma thèse. Ça appartient à toi. Il y a plein de choses qui se passent autour. Okay. On regarde, par exemple, l'effet de la musique versus pas avoir de musique pendant l'expérience. Ça, est-ce que c'est la thèse de quelqu'un d'autre? Oui, mais je sais pas si c'est une thèse, mais c'est des articles de recherche, des projets. Je comprends. Je comprends. Puis, est-ce que toi, c'est un coup de chance que tu as pu comme rentrer dans ce projet-là ou si ça a comme créé à partir de ta thèse? Non, mais tu vois, la thèse a sorti par la suite. Okay, ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de trouver qu'est-ce qui m'inspire le plus parce que c'était pas donné. Là. Si tu veux faire un doctorat, là, c'est pas facile. Ouais. Ça doit te passionner des orteils à la tête. Là. C'est beaucoup de travail. Donc, j'ai pris beaucoup de temps avec les rotations dans les laboratoires et même quand j'ai choisi le laboratoire, de trouver le bon projet. Ouais. Ils m'ont donné plein de différents projets, mais je suis pas connecté. Je suis pas intéressé. Ouais. C'est intéressant, mais je suis pas pour moi. Ouais, je comprends. Et donc, quand j'ai trouvé ça, que c'était similaire à ce qu'on faisait avec Neuro et tout faisait du sens et là, ça a cliqué. Mais non, la clinique de kétamine a été commencée par 2 étudiants incroyables, le docteur Kyle Greenway et Nicolas Garel de McGill, des résidents en psychiatrie, qui ont vraiment commencé cette première clinique de kétamine à Montréal. Puis, est-ce que, je sais pas comment expliquer, est-ce que ça joue est-ce que ça t'avantage d'avoir Neuro dans ton doctorat ou les gens ils le voient juste comme c'est autre chose qu'il fait, puis c'est un rapport, mais c'est pour lui. Oui, donc on essaie de le séparer le plus possible. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Donc, c'est sûr que ma thèse, on peut dire qu'elle est divisée en 3. Okay. Les 2 premiers projets, c'est tout plus côté clinique. Et le 3e, on applique ça dans le milieu du travail. Okay. Et c'est là où on va ramener Neuro et nos clients et faire un pilote avec Neuro. C'est un petit... Écoute, est-ce que c'est normal, entre guillemets, qu'un doctorant ait son entreprise à côté? Probablement pas, je sais pas, mais c'est... Notre slogan à Neuro, c'est rien... tout est possible. Ouais, je comprends. Rien n'est impossible. Là, on va trouver une façon de faire. Ouais. Puis, à quel âge t'es rentré au doctorat? Mon Dieu, j'ai quel âge? Là? Ça va être 21 ou 22 ans. Et puis, est-ce que c'est comme normal de rentrer au doctorat à cet âge-là? Il y en a-tu beaucoup? Il y en avait. Okay. Ça dépend.
c'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans ton parcours. Il n'y a pas grand-chose de normal. Mais, absolument, les gens prennent le temps de faire une maîtrise. Ouais. Des fois, même des gens prennent une pause pour aller faire le tour du monde et apprendre à se connaître. Et je l'encourage fortement parce que c'est important avant de rentrer dans une thèse. Donc, c'était un petit peu jeune. Puis ça fait dire que ça fait 4 ans que tu es au doctorat? Ben c'est ça. La première année, j'ai fait une rotation. Donc, ça comptait pas. Ça comptait pas. Okay. C'était dans le doctorat, mais c'était pas ma thèse. Donc, j'ai découvert ma thèse peut-être il y a 2 ans. OK, je comprends. Puis ça, je sais pas si tu peux le savoir, ça finit quand? C'est quand que ça finit le doctorat? Tu sais pas? Aucune idée. OK. Boule de cristal. Boule de cristal. Fait que ça peut prendre 10 ans encore à finir? Je pense pas 10 ans. Là. On a quand même un autre peut-être 2 ans, 3 ans. Là. C'est pas... Je comprends. Ouais. Si on est capable de... Je suis capable de tout mettre ensemble et d'être productif un petit peu tout partout. Là. Ouais. Ça va être possible. Puis, fait que là, c'est ça, tu as dit être productif. Ça veut dire que tes journées doivent être hyper remplies. Ouais. Comment tu divises ton temps avec Neuro? Bonne question. Tout le monde me le demande. Ouais. Neri, tu as un livre en arrière de toi que je lis en ce moment. C'est Elon Musk. Oui. Sa biographie. Et je regarde ce livre-là et sa vie à lui. Et je dis, je suis capable. Je suis capable. Il y a juste 4 grandes entreprises ou 3 grandes entreprises. Tesla, SpaceX. Il fait tellement de choses en même temps, mais CEO de différentes entreprises, là, des grandes entreprises. Je me dis, OK, s'il est capable, je suis capable. C'est drôle que je le vois là, en arrière de toi, mais... Donc, je m'inspire beaucoup et des gens aussi que tu as mentionnés avant qui sont venus sur ce podcast, des entrepreneurs qui aussi ont des journées très, très chargées. Je te dis, la meilleure affaire, c'est, pour moi, c'est d'écrire des listes de choses à faire à la main. J'ai essayé toutes les différentes applications de time management. Ça marche pas. Pour moi, je dois écrire les choses que j'ai à faire, les priorités. Je les priorise en termes de priorité. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour cette semaine, la semaine prochaine. Et ensuite, là, j'essaie de les barrer le plus possible. Et chaque fois que je le barre, c'est rac. Et ça fait du bien. Et donc, j'essaie de structurer ça comme ça. Mais je te dis, la clé, c'est d'avoir une bonne équipe. Et j'ai une bonne équipe à McGill, j'ai une bonne équipe chez Neuro, et c'est ça qui fait toute la différence. Je comprends. Puis, est-ce que tu n'arrêtes pas de parler que tout le monde a une santé mentale à entretenir? Toi, comment tu réussis à dealer avec ta propre santé mentale, avec tout ça? Oui, je te dis récemment, c'était pas facile. Il y avait beaucoup de choses dans ma tête en même temps. Et c'est comme... il y a une vie personnelle, j'ai une copine, et là, je suis comme... Il y a beaucoup de choses à entretenir, et en même temps, j'ai une petite entreprise avec... T'as une autre entreprise? Oui, mais plus en immobilier. Donc, quand j'ai commencé avec des amis du secondaire, du cégep et du secondaire, et parce que j'aime aussi l'immobilier. J'aime de tout. C'est ça le problème. Mais... Ça, je peux te rejoindre là-dessus. J'ai une compagnie vidéo, puis hier, je faisais une visite pour une maison. Fait que c'est comme la même chose. On dirait que je t'écoute parler, je suis comme... c'est ça l'affaire, c'est qu'il aime trop d'affaires. Fait que là, c'est dur de gérer le temps en disant, OK, oui, mais ce projet-là, je pourrais littéralement te mettre 40 heures dessus, puis ça ferait du sens. Mais là, c'est que tu dis, mais moi, je sais comment il pourrait être bon, ce projet-là, mais si je mets pas 40 heures, il va pas être aussi bon que je veux. Je comprends 100%. Exactement. Et j'ai dit à membre de l'équipe avant-hier, il m'a demandé la même question. Comment tu fais? Parce que lui aussi, il essayait de gérer son temps. Et j'ai dit, il faut être capable de pas être parfait dans tout. C'est ça. Et c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. Je suis comme un petit peu perfectionniste. Je veux donner mon 100% dans tout. Mais je réalise que c'est impossible. Donc, il faut peut-être 60% dans tout. Et d'avoir d'autres personnes dans l'équipe qui sont capables de le ramener à 90-100%, on l'espère. Mais tu n'es juste pas capable de faire 100% dans tout. Donc, c'est dire, OK, baisser les standards, les attentes. Les attentes.
pour donner moins de pression à toi-même dans tout ça. Et cette personne-là, Timothée, c'est quelqu'un qui est passionné du design, c'est quelqu'un qui est notre chef de branding et d'expérience chez Neuro, et c'est un perfectionniste aussi. Tu sais, quand on parle de design, on veut que ça soit parfait, mais c'est vraiment dire, OK, ça va pas être parfait toutes les fois. C'est ça. Il faut juste comme optimiser le 70%, c'est bon. Et après, on va toujours essayer de le rendre meilleur, mais on ne peut pas faire 100% dans tout. Puis, un peu là, tu as présenté toutes les choses que tu fais. Côté plus personnel, qu'est-ce que tu aimes faire pour le fun? As-tu du temps pour toi? As-tu du temps libre? J'aime courir tous les matins, excepté ce matin. J'étais un petit peu paresseux. Mais à chaque matin, habituellement, je cours. Okay. Donc, je fais du jogging. Pour moi, c'est une bonne façon de me séparer des choses que j'ai à faire parce que je me concentre uniquement à courir et j'écoute des podcasts. On fait sur l'entrepreneuriat et j'essaie d'apprendre en même temps. Donc ça, j'aime ça faire ça. J'aime aussi faire des randonnées dans le nord, en campagne. Là, j'aime la nature beaucoup. Il y a quelques années, je faisais beaucoup, les jeudis après mes cours, j'allais direct dans le nord. Je faisais des randonnées, même si c'est juste pour la journée, juste pour me perdre un petit peu dans la forêt et je revenais avec mon chien. Donc, c'est des choses que j'aime, c'est reconnecter avec la nature le plus possible. Je réalise que cet été, j'ai pas été assez. Je pense que j'ai été une fois et ça, c'est un problème. Donc, je vais essayer de changer ça un petit peu, d'y aller. Puis, est-ce que tu as des trucs comme... Moi, j'aime les voitures dans la vie. T'sais. Je sais que fiscalement, c'est pas une bonne idée, mais j'aime ça. T'as-tu des choses comme ça que t'aimes, puis tu sais que ça fait pas de sens, dans un plan parfait, mais t'as-tu des trucs comme ça? Wow. J'aime les voitures. J'aime les voitures, mais c'est... Tu conduis de quoi, là? Ça dépend. Ma copine, elle a une petite Hyundai manuelle qu'on adore parce que, tu sais, il y a plein de duct tape tout partout, il y a du scotch tape sur les... Surtout, je l'adore. Tout le monde nous dit de le vendre, mais je suis comme, on le garde. Et une vieille BMW que j'ai achetée à rabais. Et c'est pas ça un jour un Tesla, peut-être. Mais je suis pas rendu là encore, mais... c'est cool. Mais je sais pas, j'aime beaucoup la musique. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Si je veux me déconnecter, j'écoute toute la musique que j'aimais avant. J'aime tous les genres de musique. Du hip-hop à pop, à classique. J'aime de tout. Donc, j'aime me perdre beaucoup dans la musique. J'aime jouer au piano. J'aime danser. Nice. C'est cool, ça. C'est cool. Dernière question avant que je passe à... J'ai comme une section que je pose à toutes mes invités. C'est un peu plus interactif. Mais ma dernière question avant ça serait... C'est quoi ton but? Pas final, mais tu sais, ton rêve, on va dire. T'sais. Où c'est que tu te vois? Où tu aimerais être, on va dire, à 45 ans? Wow. Bonne question. À 45 ans. Je te l'ai dit avant, j'essaie de pas trop me mettre la pression comme ça, de dire que je dois être rendu à une certaine place à un certain moment donné. Si j'aurais fait ça, ça serait totalement faux. Parce que j'ai pris tellement d'autres chemins. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir qui je vais être à 40 ans, mais j'espère être fidèle à mes valeurs, être capable de créer vraiment avec Neuro une entreprise qui fait la différence dans la vie des gens, qui va pouvoir vraiment avoir un impact notable dans les entreprises, chez les employés. On vise là, 2023 à avoir 250, 2024, 250 000 utilisateurs. Wow. On a des grandes ambitions avec Neuro. Ça peut ressembler à quoi en chiffre d'affaires sur 250 000 abonnements? Oui, donc c'est environ 4 à 5 millions. OK. Ouais. Donc... tu projettes ça? On projette et on a des plans pour y arriver. Oui. Mais pour moi, personnellement, j'aimerais que je sois fier
de moi, que je continue d'avoir une belle équipe dans tous les différents projets que j'ai. C'est ça la force, comme je t'ai dit au début, là, c'est le fait que il y a des équipes formidables dans tous les aspects de ma vie, même au niveau personnel. Et d'entretenir ça, de s'assurer que je suis bien dans ma peau, d'être heureux et en santé, c'est ça l'important. Ça, j'avoue que tu peux pas avoir choisi les plus bons mots. Là. C'est ça que tout le monde devrait aspirer un peu, je crois. Là. Ouais. Super, ben, good job. Je vais passer à ma dernière section interactive. C'est des questions que je pose à tout le monde. Après ça, je te laisse partir. Je sais que tu as une grosse journée. Ça s'appelle la question parfaite. Donc, si tu veux t'asseoir avec 3 entrepreneurs ou personnalités pour une soirée, ça serait qui? OK. La première personne que j'ai dans la tête en ce moment, parce qu'on a fait on avait un meeting avec Couche-Tard Global. Oui. On veut rentrer chez Couche-Tard. Là. Et Alain Bouchard, c'est une grande inspiration. Oui, j'ai son livre sur le bord de ma chambre, mais je ne l'ai pas encore commencé. Mais... c'est super bon. C'est super bon. J'ai lu fond en comble toute son histoire. Et aussi le pouvoir de l'équipe aussi, une équipe de fondation forte et juste extraordinaire, cet homme-là. Je parlais justement de lui ce matin et c'est une grande inspiration. Donc, si je voudrais prendre un café, et je sais que c'est pas impossible. Il est quelque part ici au Québec, là, pas loin à Laval, je sais pas où. C'est pas impossible. Donc, j'aimerais prendre un café avec lui et voir comment on peut travailler ensemble. Ça serait vraiment bien. Il t'en faut 3. Fait qu'il y aurait Alain... Et, 3 entrepreneurs, n'importe qui, des personnalités. N'importe quelle époque? N'importe quelle époque, mort, vivant. Tu peux rapporter du monde qui sont décédés. Wow. C'est correct que je prends... Ben oui, vas-y, prends ton temps. Wow. C'est sûr que j'aimerais parler à Steve Jobs. Okay. Mais je sais pas si ça va être... J'espère qu'il va être gentil. C'est ça l'affaire. Je sais pas qu'est-ce qui... Tu peux pas te faire insulter à ton souper. C'est là. ça, là. C'est ça. Mais j'aimerais y parler. J'ai quelques questions, là. Okay. Juste plus sur le côté... Comment que lui a structuré son équipe, comment que lui, il est impliqué dans tous les domaines de l'entreprise. Parce que très marketing, mais aussi très design. Et beaucoup comme moi, il aimait beaucoup de choses. Okay. Et je me dis, comment il a fait, lui, pour gérer tout ça? Et donc, peut-être quelque chose... Alain, Steve... Et c'est des entrepreneurs, hein? Ou personnalité, ça pourrait être Céline Dion. J'ai vu Céline Dion il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit qu'il aimerait avoir Céline Dion. Hey, c'est une bonne 3e personne. Oui, hein? Ouais. C'est une grande inspiration aussi. Je l'ai rencontré au funérailles de son mari. Ah ouais? J'ai attendu comme à moins 30 dehors là, pour longtemps pour la rencontrer. C'est pour elle aussi. Un fleuron du Québec. Je suis très fier d'elle et que si on est tous capables de viser haut comme ça, je pense que ça serait bien pour le Québec. Donc, vraiment. Une troisième personne, ça pourrait être elle. Céline, je te pose 5 questions, tu en choisis une là-dedans. OK? Ton projet d'affaires le plus marquant, le plus bel achat de ta vie, un rêve secret, la chose que tu regrettes le plus ou quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement. Je peux t'y reposer si tu veux. Oui, s'il vous plaît. Ton projet d'affaires le plus marquant. Oui. Le plus bel achat. Un rêve secret. La chose que tu regrettes le plus et quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement. T'en choisis une de ceux-là. Qu'est-ce que j'ai pas dit publiquement? Achat ou mon plus grand projet d'affaires? Le premier? Ouais. Le plus grand projet d'achat. C'était quoi la troisième, c'était un rêve secret. Un rêve secret. Sinon, tu peux dire skip, mais on passe à la prochaine. Non, c'est des bonnes questions. Il faut juste que je trouve la réponse. Quelque chose que j'ai pas dit. Un rêve secret. C'est quoi mon rêve secret? Peut-être être premier ministre un jour. Ah ouais! Et ça répond aux 2 questions. J'ai jamais dit publiquement. Et
C'est peut-être un petit Puis, rêve secret. Parce que la politique t'intéresse beaucoup ou? Moi, la politique, comme, en tant que telle, plus l'impact qu'on peut avoir. Je comprends. J'ai plusieurs idées. J'ai même un carnet de notes dans mon téléphone avec toutes les idées qu'on peut faire. OK. Si un jour je réalise ça, c'est quoi les différentes choses qu'on peut mettre en place, surtout en termes d'innovation, et ici au Québec, au Canada en général, comment qu'on met la boucle de la recherche et l'innovation et l'entrepreneuriat ensemble. Je trouve que ça prend un petit peu trop de temps. Il y a une déconnexion totale entre la recherche fondamentale et l'entreprise, l'entrepreneuriat. C'est comment qu'on peut mettre ça ensemble. Il y a des idées pour le système de santé, etc. Là, je ne vais pas... Je suis complètement confiant que tu as des bonnes idées. La dernière section s'appelle « Under » ou « Overrated ». Fait que je te dis un mot ou une petite phrase. Tu me dis si pour toi, c'est « over » ou « underrated ». OK? OK. L'université Harvard. Ouf! Over ou under? Parce que j'ai... Ouais, il y a quoi qui a été relié à... J'ai travaillé avec eux pour un projet en santé mentale. C'était Neuropresse, mais pour Harvard. OK. Et j'ai fait aussi j'ai fait un certificat professionnel en entrepreneuriat, puisque pour Clarity Tech Lab, la première entreprise que j'ai commencé, je voulais trouver un cofondateur qui était plus business et moi qui serais plus scientifique. J'ai jamais trouvé la bonne personne. Et donc, je me suis dit, je vais juste le faire moi-même. Donc, j'ai rentré dans un programme d'entrepreneuriat pour essayer d'apprendre un petit peu plus sur la business. Je dirais c'était overrated ou underrated. Parce que c'est très overrated, mais c'est justifiable. OK, je comprends. Donc, c'est comme entre les deux. Fait que ça peut être properly rated aussi. OK, parfait. Voyager en jet privé. J'ai jamais fait cette expérience. J'aimerais ça un jour. I think it's overrated, mais ça serait le fun au moins une fois. De tester. C'est ça. La compagnie Apple. Underrated, juste parce que j'adore. Les réseaux sociaux. Overrated. La ville de New York. Underrated, j'adore. Les meetings Zoom. C'est rated comment les meetings Zoom en ce moment? C'est-tu une bonne? Je sais pas. Parce qu'à un moment donné, c'était comme tu veux plus entendre parler du télétravail, mais en même temps, ça te fait sauver tellement de temps. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que là, on peut faire 6 meetings dans une journée. Ouais. Avant, 1 ou 2 meetings dans la journée, juste avec le déplacement, c'était comme l'enfer. Encore entre les deux. Properly rated. Puis la ville de Montréal. Underrated. C'est ma ville préférée au monde. That's it, man. C'est fini. Merci beaucoup. Neri. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Je mets un lien dans la description si tu veux promouvoir quelque chose. Site web de Neuro. Notre site web. Parfait. Si les entreprises, si les gens sont intéressés, on a un calculateur de c'est quoi le retour sur investissement que les entreprises peuvent avoir avec notre service. OK. C'est disponible sur notre site web, neuro.com. Super. Fait que vous pouvez aller sur le site web de neuro.com si vous avez une entreprise ou si vous travaillez dans une entreprise, si vous pensez que ça serait intéressant pour votre entreprise. Puis allez suivre Justin sur LinkedIn, sur Instagram, puis tout. Fait que merci Justin. J'espère que tout le succès du monde pour toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir.